Vendredi 23 février 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, la situation sociopolitique est peu reluisante, notamment sur le plan politique, social et sécuritaire. C'est l'Amnesty International qui le rapporte dans son rapport 2018 sur la situation des droits humains au Niger. Un constat qui fait réagir les acteurs de la société civile qui ont eu à dénoncer justement la situation sociopolitique. Le reportage de Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Dans son rapport, l'Amnesty International a brossé un tableau sombre de la situation sociopolitique et sécuritaire du Niger. Un rapport qui ne surprend guère les acteurs de la société civile qui pointent du doigt les acteurs politiques comme seuls responsables. Ça là, nous l'avions prévu quand nous attirons à chaque moment l'attention de ceux qui dirigent et de ceux qui font l'opposition. On a été clair. Dans tous les cas, le principal objet pour tous les Nigériens qui rassemblent tous les Nigériens sur le pays. Et que ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir ou bien vous faites l'opposition que vous allez oublier complètement ce que c'est, ce qui doit être la règle du jeu. Malheureusement, je dis très malheureusement, l'histoire nous a donné raison et on ne se réjouit pas de ça. Nous sommes en train de regretter parce que nous ne voulons pas que notre pays fasse des renommées sur le plan de la malgouvernance, sur le plan des problèmes de liberté de presse et sur le problème d'insécurité, sur tous les problèmes qui peuvent engendrer en réalité la dégringolade de l'image de notre pays. Et aujourd'hui, le rapport de l'Amnesty International est venu corroborer notre crainte. Parce que c'était une crainte. Nous ne voulons pas que notre pays arrive jusqu'à ce point. Mais qu'est-ce que vous voulez quand nous avons une classe politique qui se voit au-dessus de tous les autres Nigériens et que la seule classe, le seul groupe de Nigériens qui a le droit de vie et de mort sur les autres Nigériens, c'est la classe politique. Il faut être politicien. En ce temps-là, tu es le vrai Nigérien. Tant que ce comportement ne revient pas de l'imago de ces politiciens, je pense bien que on court beaucoup de risques pour notre pays. Pour Dambadji Son Allah, la classe politique doit privilégier l'intérêt général. C'est des réalités qui ont été corroborées. Ici, à l'intérieur, on l'a dénoncé depuis. On leur faut comprendre, faites attention. Nous ne sommes pas seuls qui vivent dans l'enclos. Nous sommes dans un monde. Il faut que vous dites que tout ce que vous posez comme acte, ce ne sont pas les yeux des Nigériens seulement qui est ridé sur vous, c'est les yeux à l'international. Donc si ce rapport est sorti, il ne faut pas dire aujourd'hui que c'est nous, mais nous savons très bien que c'est tout ce qu'on a eu à dénoncer pour leur dire en réalité que les acteurs ou défenseurs des droits humains que nous ne sommes pas là pour chercher le pouvoir, mais nous sommes là pour dénoncer les travers et pour qu'ils puissent régler les tirs dans la gestion de la cité, parce que c'est au nom de cette gestion, cadrée par les lois et règlements du pays, qu'ils sont dirigeants. En dehors de ces principes, ils ne peuvent pas diriger les gens. L'Amnesty International est une organisation qui se prononce relativement aux questions des droits humains et de la gouvernance politique dans différents pays à travers le monde. Des nouvelles manifestations pacifiques contre la loi de finances 2018 seront organisées le dimanche 25 février prochain à Niamey et dans les autres régions du pays. Dans un point de presse cet après-midi, les initiateurs, tout en remerciant la population pour la mobilisation, demandent une fois de plus aux citoyens de sortir massivement ce dimanche. Je propose de suivre un extrait avec Noufou Arzika. Nous, on ne fait pas des choses en cachette. Tout ce que nous faisons est transparent. Nous avons lancé un appel à tous en tant que citoyens, parce qu'il y a un problème citoyen qui se pose. Et d'ailleurs, ce qu'il faut que chacun comprenne, ce n'est pas contraire à la loi. La charte des partis politiques est très claire. Elle garantit dans les 8 fonctions assignées aux partis politiques, tous les partis politiques, chaque parti politique a l'obligation de défendre les droits de l'homme. C'est écrit dans la charte des partis. Donc, ce n'est qu'un devoir que chaque parti doit assumer. Et donc, si aujourd'hui, dans le cadre de cette lutte citoyenne qui cadre avec la lutte pour la défense des droits économiques et sociaux des citoyens, si les autres se joignent à nous dans le cadre de ce combat, ce n'est que dans leur mission normale, dans leur devoir normal. Maintenant, ceux qui pensent, dans tous les cas, nous avons vécu avec eux. Nous avons travaillé ensemble avec eux. Nous avons fait tout dans ce pays. Ça fait au moins
presque 30 ans que nous travaillons dans cette lutte citoyenne que nous conduisons, et chaque fois, on se sait et on se connaît. Chacun connaît chacun. Donc, nous n'avons absolument sur ce plan aucune leçon à recevoir d'aucune personne de ce genre-là. En tout cas, pas c'est rarement si des gens qui aujourd'hui prennent la politique pour un gagne-pain. Ils choisissent de considérer que faire de la politique, c'est une source c'est un moyen de se résoudre les problèmes personnels, de gagner de l'argent, d'avoir un poste, avoir des avantages. Ce n'est pas ça que nous cherchons au niveau de la société civile. Si c'était ça notre choix, ça n'allait pas être ça. Si c'était ce que nous avons choisi depuis là, ce n'est pas comme ça le résultat de ce que nous... Mais ce que nous avons aujourd'hui est 10 000 fois plus important que ce qu'eux gagnent en matériel, ce qu'ils gagnent en finance. Nous sommes des citoyens responsables. Nous savons que quand nous avons une orientation et un combat, notre objectif c'est le résultat de notre combat. On ne va pas se laisser divertir. On ne va pas se laisser divertir. Le combat que nous menons est un combat contre la loi des finances. Ce n'est pas un combat contre des individus. Ce n'est pas un combat contre des partis politiques en tant qu'entité. Non. Nous faisons un combat contre une politique publique qui a été pensée par un gouvernement et adoptée par une assemblée qui est malheureusement, vous l'avez entendu, ce qui m'a fait pitié. C'est les propos que nous avons entendus de la part de certains de ces députés que nous avons eu à rencontrer à l'Assemblée nationale, qui nous ont dit ouvertement, à commencer par les premiers responsables d'entre eux, qui nous ont dit ouvertement qu'ils reconnaissent la légitimité et la justesse des propos que nous avons apportés, des amendements que nous avons apportés et des recommandations que nous avons formulées. Mais hélas, pour des considérations politiciennes, ils ne peuvent pas suivre notre recommandation, ils ne peuvent pas ne pas aller dans le sens d'adopter la loi de finances. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de ce point de presse du cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile. Et justement, les organisateurs de journées d'action citoyenne ont dressé des correspondances pour appeler les différentes structures de sortir pour dire non à la loi de finances 2018. Eh bien, cet appel a été entendu par l'opposition politique réunie au sein du FRDDR qui demande aux militants de sortir massivement ce dimanche. Précision avec Nafissatou Hassan et Ibrahim Abdou. Le soutien au cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile initiateurs des journées d'action citoyenne se multiplie après le front de l'opposition indépendante foi et certaines centrales syndicales. C'est autour du front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, le front de l'opposition, de demander à ses militants et sympathisants de sortir massivement le dimanche 25 février pour dire non à la loi de finances 2018. Conformément aux directives du Conseil général des leaders du front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, j'invite toutes nos militantes, tous nos militants, toutes nos sympathisantes et tous nos sympathisants. Au-delà, toute la population de Niamey et environnant à prendre massivement part à la marche suivi de meetings qu'organise le cadre des organisations de la société civile le 25 février 2018 à partir de 8h à la place de la concertation. Cette manifestation est la nôtre. À ce titre, j'attends de chacun et de chacune d'entre vous, militants de l'opposition, à contribuer à son succès.
Depuis la mise en application de la loi de finances 2018, c'est la 3e journée d'action citoyenne que le cadre d'action et de concertation de la société civile organise ce dimanche à Niamey et dans d'autres localités du pays pour dire aux autorités que le peuple nigérien n'est pas d'accord avec la loi de finances 2018. Prière collective ce matin au siège de la CNT des agents contractuels de l'éducation section Niamey. Ceci dans leur combat de faire entendre raison au ministre Marté pour le redéploiement de certains d'entre eux et qu'ils jugent illégal. Le compte rendu de la rédaction Labari. Après le sitting observé par les membres de SINASEP section Niamey, ces jours, ce sont 2 rakats qui sont exécutés dans la cour de la Confédération nigérienne de travail pour ainsi apaiser la tension qui les oppose au premier responsable de leur ministère de tutelle depuis la publication de la liste des enseignantes redéployées à l'intérieur du pays. Malgré l'existence de la commission chargée de faire ce redéploiement-là, malgré les articles ou bien les dispositions très claires de ces arrêtés-là, le ministre a contourné tout cet arsenal-là pour faire ce que bon lui semble et affecter qui il veut, où il veut. Et c'est pour cette raison que hier nous avons convié nos camarades à un sitting à la direction régionale pour protester contre ces façons de faire. Et aujourd'hui, nous les avons conviés ici pour une prière collective afin que nous implorons Dieu le Tout-Puissant, j'allais dire le seul puissant, afin que ce désordre que le ministre Marté veut créer dans le système éducatif soit vraiment mis à fin. Et nous avons 2 phénomènes qui sont en train de vouloir déstabiliser le système. Nous avons premièrement le comportement des responsables, c'est-à-dire le ministre et son staff, et au niveau des concentrés, nous avons le comportement des inspecteurs zélés qui veulent coûte que coûte en découdre avec certains syndicats. Or, nous pensons que si réellement le ministre veut la qualité qu'il est en train de prôner sur les médias, si réellement il tient à ses propos, ils doivent revenir purement et simplement à une table de négociation afin que nous puissions remédier à cette situation-là. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on puisse prendre des femmes mariées, des mères de famille, les jeter à Tawa, les jeter dans la plus grande, dans la brousse la plus profonde de Tilaberi ou bien de Dosso, alors que si on avait eu la sagesse d'être en commission, tous ces mal-là allaient être déviés. D'autres actions suivront à laisser entendre SINASEP section Niamey jusqu'à ce que solution soit trouvée pour une éducation de qualité. En visite officielle de 48 heures au Niger, le médiateur en chef de la Turquie a effectué hier, en compagnie de son homologue nigérien, plusieurs visites du terrain avant de se voir décorer la soirée à la salle Margou de l'hôtel Gawé. Le médiateur s'est vu élevé au grade du commandeur de l'ordre de mérite du Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. L'hôpital d'amitié Niger-Turquie, situé à quelques encablures de la médiature nationale du Niger, a constitué la première étape de la visite des délégations des médiateurs des 2 pays. Un hôpital spécialisé en soins de la mère et de l'enfant, notamment dans le traitement de la fistule obstétricale, ultra moderne qui sera opérationnel dans les prochaines semaines pour le mieux-être des populations nigériennes. Très satisfaites de cette visite, les 2 délégations se sont ensuite transportées aux établissements Marif de l'amitié nigéro-turque, ainsi que sur le chantier quasiment achevé de l'école secondaire du même nom. Aussi, pour finir en beauté, le médiateur national, Maître Ali Sirfi Maïga, a offert un dîner de gala à ses hôtes sur fond de musique du groupement Marcassé. Occasion pour le médiateur national du Niger d'élever au nom du président de la République Issoufou Mahamadou, le médiateur en chef de la Turquie, au grade de commandeur de l'ordre de mérite du Niger. Un événement suivi par l'échange de cadeaux entre les 2 délégations, en marge duquel le chef de la délégation turque n'a pas manqué de dresser le bilan de leur séjour en terre nigérienne.
Moi, c'est la première fois que je viens ici au Niger. Et dans ma vie, ça sera un grand souvenir. Nous avons rencontré des personnes très valeureuses comme M. Ali et beaucoup d'autres amis nigériens. On a circulé beaucoup ensemble aujourd'hui. Et je dis que s'il y avait des beaux amis comme ça, je suis venu ici en retard aujourd'hui. Au Niger, il y a des personnes très belles, très accueillantes, et nous, notre ambassade est ouverte en 2012. On est venu trop en retard. J'ai parlé avec M. Ali et tous les temps passés là, les temps qu'on a perdu là, si on travaille ensemble, on va rattraper ça. Nous avons vu aujourd'hui les préparatifs de l'hôpital de l'amitié nigéro-turque, de 54 lits. C'est un hôpital qui est fait avec des matériels de très haute technologie. Et le fait de le voir ici au Niger, ça m'a donné beaucoup de plaisir. Nous avons visité également l'école de l'amitié nigéro-turque. Nous avons vu le nouveau bâtiment qu'Etika a construit ici au Niger. C'est un bâtiment de plus de 600, d'une capacité de 600 élèves pour internat. Türkiye Büyük Millet, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanımız. Cette visite du médiateur en chef de la Turquie et sa délégation au Niger restera longtemps gravée dans les mémoires des uns et des autres et pose sans nul doute les jalons d'un partenariat fructueux entre les institutions sœurs des deux pays et au-delà d'une coopération exemplaire entre le Niger et la Turquie. Dans le cadre de sa caravane d'études, 4e édition, les étudiants de l'ECAM ont visité ce matin les locaux du Niger Télécom et de la Chambre du commerce du Niger. Des échanges fructueux entre étudiants et les responsables de ces institutions étaient au rendez-vous. C'est ce qui nous rapporte Nafissatou Hassan et Nasser Sedou. Les locaux de Niger Télécom et de la Chambre de commerce du Niger ont reçu ce vendredi les étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Une initiative des responsables du dit établissement très encouragée par les responsables des institutions visitées. Pour commencer, je voudrais dire que c'est pour la deuxième fois que je reçois la caravane d'étudiants de l'ECAM. Par rapport à l'initiative, je peux dire que c'est une bonne initiative parce que ça permet, comme je l'ai une fois dit, aux étudiants de découvrir la réalité. La réalité, beaucoup d'entre eux ne voient la chambre de commerce qu'à travers le mur, mais en rentrant dedans et en partageant effectivement avec eux, ils comprendront ce que c'est que la chambre de commerce. Je pense que c'est une bonne initiative qu'il faut continuer et surtout pérenniser. Ces visites d'entreprise ont un fort impact dans la formation professionnelle des étudiants. Aujourd'hui, nous sommes venus à la Chambre de commerce et dans le cadre de la 4e édition de la caravane d'études qui vise à permettre aux étudiants de l'ECAM de découvrir ce qui se passe sur le terrain et enfin vraiment de s'enquérir et de se perfectionner eux-mêmes. Et nous sommes aujourd'hui à la Chambre de commerce et nous avons reçu d'humbles informations par rapport au fonctionnement de la Chambre de commerce et qu'à la sortie de cette visite, nous pouvons en tout cas, quelle que soit la question qui va être nous posée sur le fonctionnement de la Chambre de commerce, et nous serons en mesure de répondre parce que nous avons reçu d'humbles informations sur le fonctionnement de la Chambre de commerce. Rappelons que ces visites rentrent toujours dans le cadre de la caravane d'études 4e édition de l'ECAM. Les travailleurs nigériens de la Soraz, société de raffinage de Zander, sont en grève de 2 jours depuis hier jeudi pour exiger entre autres le paiement des primes de logement aux agents non logés et la dotation des travailleurs en gaz domestique. D'autres précisions avec Al-Husseini Tambari Liman, il est le secrétaire général de Sinatren, section Soraz. Hier, l'inspecteur de travail et son adjoint étaient sur les installations de la Soraz depuis le matin jusqu'à 19h pour essayer de nous concilier. Les Chinois n'ont pas reculé même d'un iota par rapport à nos revendications. Sinon, les revendications, c'est la grille de salaire conformément à l'article 8 et 9 qu'ils doivent soumettre au ministre du pétrole et aux représentants des travailleurs pour validation au conseil d'administration pour ce 27 février. Chose qui n'a pas été faite. Donc cela voudrait dire que les partenaires chinois ne sont même pas en train de respecter l'autorité de l'État, le ministre du pétrole,
À plus forte raison, nous autres les travailleurs. Or, l'État du Niger a concédé l'exportation à 50% pour ses partenaires, pour la SORAS, pour essayer quand même, c'est dans le sens de satisfaire certaines revendications des travailleurs. Nous sommes un pays, l'État a donné l'exportation et même les Chinois ont augmenté 20 francs sur le litre par rapport à ce qu'ils sont en train de vendre. Mais ils ont pris des engagements, ils ont signé un protocole d'accord avec nous en octobre. Ça fait plus de 5 mois tripartite. Le ministre de pétrole, le directeur général de la SORAS, M. Tchalé, et nous autres les représentants des travailleurs ne sont pas en train de respecter, ils doivent nous donner le dotation en gaz domestique parce que c'est la politique de lutte contre la désertification de l'État du Niger. Il y en a tellement du JPL, du gaz, on le brûle même à travers la torche pour aller à l'air. Ils doivent nous donner la prime de production annuelle en 2017. Nous avons observé, nous n'avons pas été en grève, on a observé 0 accident au niveau de l'entreprise, l'employeur, on a atteint l'objectif annuel de production et on a même fait la surproduction de plus de 100 000 tonnes qui a été vendue encore. Donc, du point de vue statutaire, l'employeur, la direction générale de la SORAS doivent nous donner cette prime de production annuelle. Plus de 65% à 70% des travailleurs de la SORAS payent le logement, ils ne sont pas logés dans la cité. Ils n'ont pas fini ces cités. Donc, par exemple, un opérateur, il a 7500 francs de frais de logement. Or, dans ce Niger, même une hutte, à 7500 francs, vous ne pouvez pas avoir sa location. Et on a même fait la surproduction de plus de 100 000 tonnes qui a été vendue encore. Donc, du point de vue statutaire, l'employeur, la direction générale de la SORAS doivent nous donner cette prime de production annuelle. Plus de 65% à 70% des travailleurs de la SORAS payent le logement, ils ne sont pas logés dans la cité. Ils n'ont pas fini ces cités. Donc, par exemple, un opérateur, il a 7500 francs de frais de logement. Or, dans ce Niger, même une hutte, à 7500 francs, vous ne pouvez pas avoir sa location. Du sport cyclisme, le Niger participera la semaine prochaine au 4e tour du Mali. La présentation des cyclistes qui vont défendre les couleurs nationales a eu lieu ce matin en présence d'un des partenaires du cyclisme nigérien, à savoir l'ADGI. Les comptes rendus de Ibrahim Tikiré et Chebou Gisso. C'est désormais une tradition pour la Fédération nigérienne de cyclisme de présenter à la presse les cyclistes de l'équipe nationale à la veille d'une échéance internationale. Ce 23 février 2018, ce sont nos ambassadeurs pour le 6e tour du Mali qui ont été dévoilés. Nous sommes en partenariat avec les impôts depuis le dernier tour de la République que nous avons eu à faire le 18 décembre. Et nous sommes en train de mettre en place un partenariat durable qui va nous apporter, qui va nous amener certainement jusqu'au futur Tour du Niger. Composé de 6 cyclistes expérimentés, l'équipe nationale du Niger sera au Tour du Mali avec des ambitions. Sur le plan de préparation, on suppose qu'on s'est très bien préparé et on va sortir pour non seulement participer, mais pour aussi peut-être essayer d'avoir une belle performance lors de ce tour-là. Le choix des éléments, ça s'est passé sur le dernier tour de la République. On a choisi donc les 7 meilleurs de ce tour. Et sur les 7 meilleurs, on les a mis au vert pendant un mois et à l'issue, on a pris 6 qui vont représenter l'équipe nationale. Et parmi ces 6-là, notons qu'il y a l'entrée d'un nouveau coureur, c'est qui est très important. Il y a un jeune qui a commencé vraiment dernièrement, tout récemment. Il s'agit du jeune de l'AS Police, Moustapha Oumarou. Et vraiment, il nous a épaté lors du tour de la République, qui s'est classé 4e au général. Et vraiment, lors de nos séances d'entraînement pendant les 1 mois là, c'est un jeune qui a encore mouillé le maillot, ce qui fait que nous comptons énormément sur ce jeune-là, peut-être au tour du Mali, qui va peut-être être un tremplin pour lui, ou bien en tout cas une base pour lui pour montrer aux autres Nigériens que le cyclisme est là et que c'est une réalité chez nous. Alors, quelles sont les chances réelles de podium du Niger à cette Tour du Mali? Les chances, on peut vraiment, on a des chances. On peut espérer sur le jeune Ali qui vient du Centre mondial d'Afrique du Sud. Et
on peut avoir beaucoup, c'est en matière du sport, et surtout le cyclisme, tout dépend de l'état de forme du coureur et du jour. Mais sur le plan préparatif, ils sont bien et on peut vraiment espérer le podium. Face à la démission du ministère des Sports, les dirigeants de la Fédération nigérienne de cyclisme se sont contentés des sacrifices personnels, mais également de l'appui de la Direction générale des impôts. Vous pouvez compter sur la Direction générale des impôts, qui est pratiquement un partenariat avec la Fédération de cyclisme. Chaque fois qu'il y a des actions en matière de cyclisme, la Direction générale des impôts vous accompagnera. Le Niger sera présent donc au 6e tour du Mali, dont le coup d'envoi est prévu pour le 28 février 2018. Une échéance parmi tant d'autres qui attendent les cyclistes nigériens avant le 5e tour du Niger prévu en août prochain. L'Union européenne va doubler son aide financière à la force militaire des 5 pays du Sahel pour lutter contre les groupes djihadistes. Une aide qui passera de 50 à 100 millions d'euros. À propos de cette force de G5 Sahel, je vous propose de suivre successivement le président Issoufou Mahamadou et le président français Emmanuel Macron. La crise libyenne a été, comme on le sait, le détonateur de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel et elle contribue jour après jour à son amplification. Il faut donc mettre fin à ce chaos. C'est notre volonté commune de faire à nouveau du Sahel un lieu de passage, de culture, d'ouverture, d'échange, ce qu'il est historiquement. Parce que c'est ce que nous devons à l'Afrique et ce que nous nous devons à nous-mêmes. Et toujours par rapport à cette aide française qui passe de 50 à 100 millions d'euros pour la force G5 Sahel, je vous propose de suivre une analyse de Pascal Verdeau. Il est correspondant de France 3 depuis Bruxelles. Oui, vous savez, pour Paris, il s'agit d'un effort sans précédent. Les bailleurs de fonds, qui comptent aussi les États-Unis, l'Arabie Saoudite ou les Émirats arabes, ont réussi à mobiliser 414 millions d'euros pour financer donc cette force conjointe des 5 pays du Sahel, déployée, vous le savez, le long des frontières communes. L'objectif à long terme est de soulager, bien sûr, le dispositif militaire français Barkhane et de rendre les pays de la région autonomes en matière de sécurité. Petit bémol pourtant tout à l'heure du président du Niger, monsieur Issoufou, qui estime que cette enveloppe financière ne couvrira que la première année d'engagement de ces troupes du G5 Sahel. L'effort de lutte contre le terrorisme pour un pays comme le Niger équivaut à 15% de son budget national, d'où l'idée, mais qui ne fait pas encore consensus sur le plan international, de confier un jour le relais de ce financement G5 Sahel aux Nations Unies. Alors Pascal, à Bruxelles, on a parlé du financement de cette force militaire, mais aussi du financement de projets de développement au Sahel. Oui, pour la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, sécurité et développement vont de pair. L'Europe est le premier donateur au Sahel, 8 milliards d'euros sur la période 2014-2020. C'est un tout petit plan Marshall. Plus de 400 projets autour de l'emploi des jeunes, de la formation professionnelle ou du changement climatique sont déjà programmés avec un impératif: alléger les procédures pour que l'argent arrive sur le terrain rapidement. Enfin, sur les zones du Mali qui ont été déstabilisées par les djihadistes, notamment dans le centre et dans le nord du pays, l'enjeu, c'est de regagner la confiance des populations locales et donc de faire revenir dans ces zones les services publics, écoles, infirmeries, mairies. Et là, le défi est énorme car l'État malien reste fragile. Il est même considéré ici comme l'homme malade de la région. Et voilà, messieurs, dames, comme annoncé, place à présent à la partie magazine pour suivre l'intégralité du point de presse animé par le cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile. Très bonne réception à vous. Il ne faut pas que les uns et les autres se laissent divertir par les échos de certains bruits que nous entendons à gauche, à droite.
et au niveau de l'intérieur du pays, où les gens parlent d'une autre date de manifestation qui ne cadre pas avec cette date qui correspond à la date journée d'action citoyenne que nous organisons depuis bientôt j'allais dire quelques semaines. Et donc, comme vous le savez, nous avons convenu que toutes les 2 semaines, nous allons observer cette journée, et notre ambition est de rendre possible à l'ensemble de notre peuple, sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des localités où cela est possible, de pouvoir se joindre et de se solidariser avec toutes les initiatives de toutes les localités pour que nous puissions conjuguer nos efforts et protester ensemble contre cette fameuse loi de finances que le gouvernement a voulu nous imposer avec la complicité des députés nationaux qui ont choisi la formule que vous connaissez, qui aujourd'hui fait large écho négatif, parce que vous le savez, c'est la première fois depuis pratiquement les deux législatures on constate que les députés de la majorité ont choisi de sortir pour aller à l'intérieur du pays et nous présenter en ce qui nous concerne comme étant ceux-là qui sont en train de vouloir perturber le bon déroulement de leurs activités. Ce qui est totalement archi-faux, et ça nous a davantage donné de l'espoir que nous devons continuer cette lutte. Nous devons la continuer d'autant plus que nous sommes désormais convaincus que notre initiative dérange. Nous sommes désormais convaincus que notre initiative produit des effets. Nous sommes désormais convaincus que les députés qui, pendant tout ce temps, n'ont jamais voulu se retrouver devant les électeurs, se sont retrouvés contraints subitement d'aller se retrouver devant les électeurs pour affabuler et puis les raconter un certain nombre d'histoires qui n'ont rien à voir avec les faits qui sont dans les textes. Vous avez tous entendu les échos de leur discours. Leur discours consiste à dire que nous avons invoqué 2 points, la question de l'impôt sur l'héritage et puis la TVA sur des produits de première nécessité, qui n'est que pour eux l'application de la directive de 1998 et que tous les pays ont appliqué et qu'il n'y a que le Niger qui n'a pas appliqué. Ces 2 points sont pratiquement des points qui sont très faux. Ces 2 points sont pratiquement archi-faux. Ils sont tellement archi-faux que les faits sont là dans la loi. La loi a bien prévu l'impôt sur, j'allais dire, la taxe sur la mutation par décès, et selon l'ordre des rapports entre les héritiers et le défunt. Donc s'il n'y avait rien à voir avec l'héritage, on n'allait pas en parler dans la loi. Les choses sont très claires. Et nulle part on a parlé en termes de maison. Dans la loi, on a parlé en termes de montant. On a bien classé les choses en termes de montant. Ça veut dire que même si ça concerne les maisons, c'est une affaire qu'il faut absolument retenir. Les maisons, on est obligé de les valoriser en argent pour appliquer la taxe qu'ils ont prévue. Donc ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Nous n'avons fait que relever ça et révéler ça à la face du monde, que voilà ce que cela veut dire. Nous ne savons même pas grand-chose dedans. C'est pratiquement les marabouts, quand ils ont appris ce que nous avons eu à dire, c'est eux qui nous ont dit que ça, effectivement, c'est une violation des dispositions pour ce qui concerne les musulmans. Donc ça, c'est un faux discours qui est en train d'être distillé, et nous sommes convaincus que le peuple nigérien est vigilant et le peuple nigérien comprend de quoi il s'agit. Deuxième autre point qu'ils ont évoqué, c'est la question de la directive de l'UEMOA. La directive de l'UEMOA, c'est en 1998. Imaginez ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent que depuis 1998, nous on n'a rien fait au Niger, et ils choisissent 2018 au Niger pour décider de l'appliquer en même temps et que toutes les mesures vont être appliquées. Mais soyons raisonnables. Comment est-ce que des choses que les gens ont mis 20 ans à appliquer chez eux
Et nous, on n'a rien fait et qu'on choisit une seule année et la même pour décider de les appliquer en même temps. Ça n'a pas de sens. C'est totalement contraire. Encore que ce n'est pas vrai. Parce que nous avons la directive, elle est entre nos mains. Et nous savons qu'au Niger, on a appliqué pratiquement les 70% des mesures qui sont prévues dans cette directive. Et une directive n'est pas un règlement. Il y a une différence entre la directive de l'UEMOA et un règlement. Une directive, c'est des indications. Mais ce sont les règlements qui sont contraignants, qui sont obligatoires. La directive, ce n'est qu'un environnement, une orientation qui est donnée. Et chaque pays regarde sa propre situation. Mais dans tous les pays membres de l'UEMOA, quel est le pays qui correspond au nôtre? Nous sommes toujours le dernier, non? Oui. Vrai ou faux? Oui. Nous sommes sur la classification de tous les pays membres de l'UEMOA et de tous les pays du monde. Nous sommes derniers. Comment on peut comparer la situation d'un pays qui est dernier avec la situation des autres? Comment on peut... Parce que quand on parle de l'indice, l'IDH, l'indice du développement humain, ça veut dire que si nous sommes derniers en indice du développement humain, ça veut dire que dans notre pays, nous sommes dans une situation de pauvreté extrême. Nous sommes dans une situation de misère extrême où on ne peut pas demander à ce peuple meurtri qui est dernier, qui a déjà des problèmes, on va lui demander encore de le pressuriser pour chercher à prendre de l'impôt sur lui. Nous ne sommes pas contre l'impôt. Nous avons dit qu'il faut appliquer l'impôt sur des gens qui peuvent payer, notamment ceux pour qui ils ont accordé des cadeaux fiscaux. C'est pour qui ils ont accordé des exonérations fantaisistes. C'est pour qui ils ont laissé faire comme Areva, qui a choisi, c'est elle-même qui choisit la taxe qu'elle va payer. Qui a jamais vu ça? Dans quel pays a eu ça? Ce n'est qu'au Niger, parce que nous avons des affairistes au pouvoir, que nous avons la situation où les gens peuvent venir nous dicter comme ils veulent, ce qu'ils veulent. Tout le monde sait que la question de la Tati, c'est une affaire du directeur général de Orange. Et auparavant, d'ailleurs, on savait qu'ils ont eu à faire beaucoup de deals. Donc, c'est pour ça que nous devons retenir que le combat là doit continuer. Le combat doit continuer, c'est pour ça qu'il doit redoubler d'efforts. Et nous sommes heureux de vous annoncer que depuis quelques jours, les initiatives de contact que nous avons écrites et nous avons eu en écrivant à toutes les structures, tous les citoyens et tous les groupes de citoyens, de les inviter à se joindre à nos manifestations citoyennes. Il y a désormais beaucoup de gens qui sont en train de répondre positivement, et notamment, vous avez vu les centrales syndicales, et elles sont en train de répondre pour rejoindre le camp citoyen de la lutte. Il y a aussi les autres acteurs politiques, notamment de façon formelle, nous avons entendu, et à la suite d'une lettre qu'on a écrite à tous. Donc nous avons reçu une correspondance par laquelle désormais ils nous ont annoncé qu'eux-mêmes vont inviter leurs militants en tant que citoyens de se joindre à la lutte citoyenne qui se fait par tous. Et là on a écrit à la MRN, elle n'a pas répondu. On a écrit au FDDR, ils ont répondu. On a écrit au front indépendant là, non affilié. Et le FOI. Et on a écrit au parti non affilié. Donc les trois groupes là ont tous répondu que leurs militants, ils vont eux-mêmes se joindre à la lutte citoyenne, ils vont répondre en tant que citoyens. Et nous avons dit, nous vous accueillons, Inch'Allah, à bras ouverts. Et que ça soit très clair. C'est limpide. Nous, on ne fait pas des choses en cachette. Tout ce que nous faisons est transparent. Nous avons lancé un appel à tous en tant que citoyens, parce qu'il y a un problème citoyen qui se pose. Et d'ailleurs, ce qu'il faut que chacun comprenne, ce n'est pas contraire à la loi. La charte des partis politiques est très claire. Elle garantit, dans les 8 fonctions assignées aux partis politiques, tous les partis politiques, chaque parti politique a l'obligation de défendre les droits de l'homme. C'est écrit dans la charte des partis. Donc, ce n'est qu'un devoir que chaque parti doit assumer. Et donc, si aujourd'hui, dans le cadre de cette lutte citoyenne qui cadre avec la lutte pour la défense des droits économiques et sociaux des citoyens, si les autres se joignent à nous dans le cadre de ce combat, ce n'est que dans leur mission normale, dans leur devoir normal. Maintenant, ceux qui pensent, dans tous les cas, nous avons vécu avec eux. Nous avons travaillé ensemble avec eux. Nous avons fait tout dans ce pays. Ça fait au moins presque 30 ans que nous travaillons dans cette lutte citoyenne que nous conduisons. Et chaque fois,
on se sait. Et on se connaît. Chacun connaît chacun. Donc, nous n'avons absolument sur ce plan aucune leçon à recevoir d'aucune personne de ce genre-là. En tout cas, pas ce ramassis des gens qui aujourd'hui prennent la politique pour un gagne-pain. Ils choisissent de considérer que faire de la politique, c'est une source c'est un moyen de se résoudre les problèmes personnels, de gagner de l'argent, d'avoir un poste, avoir des avantages. Ce n'est pas ça que nous cherchons au niveau de la société civile. Si c'était ça notre choix, ça n'allait pas être ça. Si c'était ce que nous avons choisi depuis là, ce n'est pas comme ça le résultat de ce que nous... Mais ce que nous avons aujourd'hui est 10 000 fois plus important que ce qu'eux ils gagnent en matériel. Ce qu'ils gagnent en finance. Parce que beaucoup d'entre eux aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il y a chez eux, qu'est-ce qu'il y a dans les trous de leur maison et qu'est-ce qui se passe dans leur jardin qu'ils ont pu désormais acheter. Donc, tout ceci, désormais, nous le savons. Donc, s'ils veulent qu'on fasse du Tankete-Ferry, donc nous allons faire le Tankete-Ferry. Oui, on va le faire sur tous les plans. Et nous n'avons pas peur de Tankete-Ferry, mais seulement nous sommes des citoyens responsables. Nous savons que quand nous avons une orientation et un combat, notre objectif c'est le résultat de notre combat. On ne va pas se laisser divertir. On ne va pas se laisser divertir. Le combat que nous menons est un combat contre la loi des finances. Ce n'est pas un combat contre des individus. Ce n'est pas un combat contre des partis politiques en tant qu'entité. Non. Nous faisons un combat contre une politique publique qui a été pensée par un gouvernement et adoptée par une assemblée qui est malheureusement, vous l'avez entendu, ce qui m'a fait pitié, c'est les propos que nous avons entendus de la part de certains de ces députés que nous avons eu à rencontrer à l'Assemblée nationale, qui nous ont dit ouvertement, à commencer par les premiers responsables d'entre eux, qui nous ont dit ouvertement qu'ils reconnaissent la légitimité et la justesse des propos que nous avons apportés, des amendements que nous avons apportés et des recommandations que nous avons formulées. Mais hélas, pour des considérations politiciennes, ils ne peuvent pas suivre notre recommandation, ils ne peuvent pas ne pas aller dans le sens d'adopter la loi des finances. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? On leur a donné l'occasion de corriger, ils ont refusé de corriger, ils ont opté pour la politique politicienne, ce qui est totalement contraire aux missions pour lesquelles ils sont là. L'Assemblée nationale, elle est nationale, elle n'est pas partisane. Elle a vocation à travailler dans l'intérêt général, dans l'intérêt de tous. Un député, il est député national. Il n'est pas un député de parti politique, ni un député de région, ni un député d'ethnie, ni un député de clan. Or, aujourd'hui, en agissant comme ils agissent, les députés, ils agissent en violation de l'article 4 alinéa 2 de la Constitution, qui dit que dans l'exercice du pouvoir d'État, l'esprit de clan, l'esprit ethnocentriste, l'esprit régionaliste sont bannis, pour ne citer que ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on entend les discours que les gens font. On voit les pratiques que les gens font. Donc c'est pour ça qu'en tant que citoyens, nous vous parlons en tant que citoyens et en tant qu'acteurs de la société civile, nous plaidons pour que chacun de nous garde la lecture du combat que nous devons mener, qui doit être un combat d'intérêt général, un combat citoyen, un combat patriotique, un combat nationaliste. Parce que nous devons défendre notre nation. Parce que nous devons protéger notre nation. Personne ne va venir protéger notre nation à notre place. Tout ce que vous voyez là, ce sont des commerçants. C'est des gens qui sont là, pas pour nous. Ils sont là pour leur stratégie. Tout le monde a entendu Macron le dire le 22 janvier passé. Quand il est arrivé ici, il a dit clairement que aux soldats des bases militaires françaises qu'il a rencontrées sur le tarmac de l'aéroport de Niamey, et dans une intervention en direct que nous avons pu suivre sur leur télévision, on a entendu le message qu'il leur passait et les explications qu'il faisait pour eux. Donc, déclarer que ces bases militaires ne sont pas des bases militaires pour la protection du Niger, ils sont des bases pour l'occupation du Niger et du Sahel, ce n'est qu'un devoir patriotique et citoyen. Chacun de nous doit pouvoir le ressentir comme tel. Et nous devons nous organiser pour être dans la position de les bouter hors de chez nous. C'est un devoir, nous avons l'obligation de le faire. Nous avons entendu les gens dire qu'on n'a pas les moyens.
Parce que justement, vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire. Ils font des discours ici, ils disent que la mendicité c'est un problème, on interdit aux gens de faire, et on voit que c'est eux qui vont aller à Bruxelles faire de la mendicité. On les voit un peu partout en train de circuler pour faire de la mendicité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est en train d'instrumentaliser le fameux terrorisme en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, pour que des individus pensent qu'ils vont se faire de l'argent. C'est ça, c'est tout. Hein. C'est tout. Vous avez vu, quand le Niger s'est proposé d'être le gendarme pour bloquer les immigrants, ils sont partis chercher de l'argent avec l'Union européenne. Qui a vu où on a mis cet argent? Qui a vu? Quelqu'un peut témoigner de où on a mis les 70 milliards que l'Union européenne a donné au Niger? On a mis ça où? Et pourtant, on a donné 70 milliards. C'est pour ça que le Niger s'est engagé à jouer aux gendarmes pour empêcher aux jeunes d'Afrique de circuler librement dans le monde. Et nous acceptons même de les recevoir. Et on choisit d'être pratiquement aujourd'hui un pays qui va être là pour jouer à la punition. Même les autres, ils décident de nous renvoyer leurs immigrants chez nous pour que nous soyons chargés de les renvoyer chez eux. Est-ce que c'est ça la mission d'une république démocratique et sociale qu'est le Niger que nous voulons? Est-ce que c'est ça que la mission qui a été assignée à notre gouvernement? Non. C'est ça qu'on attend de notre gouvernement? Non. Est-ce que c'est ça? Dites-moi si c'est ça, on va applaudir. Et alors, donc voilà, aujourd'hui, en agissant ainsi, les gens sont en train de mal comprendre la mission qui leur a été assignée. Parce qu'ils sont en train d'interpréter que parce qu'ils ont été élus, ils pensent qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, l'élection, tout le monde se demande, est-ce que véritablement c'est une vraie élection? Parce que s'ils ont été élus, la situation n'allait pas être comme ça. Ils n'allaient même pas chercher à dire ils vont faire des manifestations pour prouver qu'ils ont du monde. Donc s'ils cherchent à manifester pour prouver qu'ils ont du monde, ça veut dire qu'ils doutent eux-mêmes de la justesse de leur légitimité. Donc voilà pourquoi nous terminons ce point de presse en vous disant, le dimanche, nous attendons tout le monde. Le maximum est partout. Partout où cela est possible. Dans toutes les localités, cette fois-ci, ça va se faire. Nous aurons à organiser des activités. Déjà demain, on va commencer à Tillabéri. On va commencer à Tillabéri pour une question de calage. À Tillabéri, c'est demain qu'on va faire la marche, suivi de meetings. Mais pour tout le reste, c'est le dimanche que nous allons observer la journée d'action citoyenne de Niamey à Difa, à Agadez, à Zender, à Maradi, à Tawa, et partout ça va se faire, et Dosso. Donc, nous sommes en train d'aller même dans les départements, parce que le département à Ningimi aussi aura une activité. Nous sommes heureux de constater que notre lutte progresse. Notre lutte progresse malgré l'adversité. Vous avez vu, les gens, ils utilisent les moyens de l'État. Ils utilisent l'argent public, ils utilisent les moyens publics pour faire ce qu'ils sont en train de faire contre le public et contre la nation. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas pour la nation, ce n'est pas de l'intérêt de la nation, mais c'est pour protéger leur pouvoir.